Bonsoir, merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous accueillir pour cette deuxième séance de conférence de la chaire beauté de PSL. PSL, pour rappel, regroupe 11 établissements composants et 7 établissements partenaires et a pour ambition de faire dialoguer les savoirs venus de tous horizons, les arts, l'ingénierie, les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences dures. À l'image de PSL, la chaire beauté cherche à croiser les regards experts sur ce qu'est la beauté et nous allons essayer ensemble de penser, de réfléchir, en tout cas de nous arrêter à la beauté. Le comité de pilotage de cette chaire représente la diversité des horizons des chercheurs. Nous avons des chercheurs, un chercheur en physique, en histoire des sciences, en biologie, en philosophie et en philologie. Et je souhaite remercier tout particulièrement Anne-Marie Turcan-Verker et Justin Janico, qui devrait être là, qui est là, grâce à qui la chaire s'est mise en place et a pu lancer ces cycles de conférences. La chaire beauté, c'est donc un espace de recherche et de formation qui finance également des prix de thèse, des jeunes chercheurs pour des doctorats et des post-doctorats et qui peut se développer grâce au mécénat de L'Oréal que nous remercions tout particulièrement aujourd'hui et en particulier Alexandra Palk et Kauter Adimi qui participent au comité de pilotage. Dans le flux continu de nos vies, la beauté nous retient, nous suspend un temps. Et nous qui sommes réunis ce soir, dont les préoccupations sont diverses et sans doute très hétérogènes, nous allons nous arrêter un petit peu pour réfléchir ensemble à la beauté du corps. Après la séance consacrée à beauté et vérité, notre première conférence, après avoir cherché donc à retrouver la beauté dans une forme immuable et dans son lien à l'intériorité de la pensée et de la vérité, nous allons poursuivre notre enquête en cherchant cette fois-ci la beauté du côté des apparences, de l'extériorité et de la surface du côté du corps. Et dans cette expédition à la recherche de la beauté, de ce qui fait la beauté aujourd'hui, de ce que peut être la beauté aujourd'hui, de ce que peut être la beauté d'aujourd'hui, mais aussi peut-être celle de demain, nous faisons ce soir escale dans ce magnifique théâtre du Conservatoire national supérieur d'art dramatique que nous remercions très vivement et nous remercions en particulier l'équipe technique qui toute l'après-midi a œuvré à la mise en place de nos conférences. Et pour faire honneur à ce lieu et aux potentialités de narration et de mise en scène qu'il recèle, nous vous proposons donc en apéritif une performance d'une dizaine de minutes d'Hélène Guggenheim. Je voudrais être belle.
Je voudrais... Et je voudrais être belle. Je voudrais être belle. Je voudrais être belle.
Je voudrais être... belle. Alors, je vais peut-être introduire rapidement le sujet de ce soir, donc la beauté du corps. Beauté du corps. On sent immédiatement l'ambiguïté de la formule, puisqu'elle renvoie tout d'abord à la possibilité de distinguer dans les corps des corps qui seraient beaux, et renverrait donc à la question quand y a-t-il beauté du corps, à la question donc de la norme, du canon de beauté, évoqué dans sa dimension lancinante, dans la performance d'Hélène Guggenheim. Mais vous le verrez, il ne s'agit pas tant ce soir de questionner quand il y a beauté que de quand il y a beauté du corps, mais qu'il y a beauté du corps, qu'il y a beauté du corps avec ses imperfections, avec ses limites, avec sa souffrance, avec ses diversités, avec sa chair, que le corps est lieu de beauté. Donc, il me semble, je le lance un peu comme piste de départ, que le présupposé qui va guider un peu les conférences de ce soir, c'est que le corps, qui a longtemps fait figure de réceptacle transparent, face à une âme, à une pensée qui, elle, serait souveraine, que le corps, avec son fonctionnement, lui, opaque, organique, sa peau sensible, est lui aussi lieu de beauté. Et donc, il est lieu aussi, on va le voir tout de suite, il est le lieu d'expérimentation de la beauté. On va le voir tout de suite donc avec Amanda Washob, qui est artiste tatoueuse, et on est très heureuse de la recevoir ce soir. Donc, elle est artiste basée à New York, mais qui travaille également à Londres. Elle a été invitée dans les plus grands musées pour réaliser ses œuvres, souvent qui tournent souvent autour du tatouage, mais elle va nous les présenter tout de suite de manière plus détaillée. My name is Amanda Wakob, and I'm a tattoo artist. Oftentimes, though, when people ask what I do, I like to rephrase the words tattoo artist and say, I'm an artist who tattoos, or I'm an artist who works with the tattoo medium. Bonjour, je suis Amanda Wakob et je suis une tatoueuse, tattoo artist en anglais, mais très souvent quand on me demande ce que je fais, j'aime dire que je suis une artiste qui fait des tatouages, une artiste qui utilise le tatouage comme outil.
I'm probably most known for a style of tattooing that I started called watercolor, but tattooing people is actually only a small part of my whole practice. I work on other art-related projects that involve tattooing from my art studio in New York City too. On me connaît probablement pour un style de tatouage que l'on appelle le tatouage à l'aquarelle. Et c'est en fait un type de tatouage qui représente une infime partie de mon travail. Je travaille sur d'autres projets qui impliquent le tatouage depuis mon studio d'art à New York aussi. I started to have all kinds of wild ideas about experimenting with the conceptual possibilities of tattooing a little over 10 years ago. At the time, there really weren't too many options in terms of the kinds of designs that people could get tattooed, and I often found myself frustrated by the lack of creativity when it came to tattoo subject matter. J'ai commencé à avoir plein d'idées folles sur la façon dont je pouvais expérimenter avec les différentes possibilités contextuelles qu'offrait le tatouage il y a environ une dizaine d'années. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix en termes de dessins qu'on pouvait se faire tatouer. Et très souvent, je ressentais beaucoup de frustration lorsque face à ce peu de choix de dessins. Clients would come to me and bring me the same images over and over again, and I really started to question, what does it mean when I found myself tattooing the same traditional Americana panther head 3 times in one day? Les clients venaient me voir et me demandaient tout le temps le même genre d'image, et j'ai commencé à me poser la question du sens lorsqu'on venait sans cesse me demander le même dessin de panthère tatoué sur le bras. I felt like tattoos were supposed to say something unique about who we are as individuals. Tattoos were supposed to be as varied as we are, and I began to have a very strong desire to find a way to offer clients more possibilities about what they could have tattooed. Pour moi, les tatouages devaient exprimer quelque chose d'unique. Ils devraient exprimer qui nous sommes en tant qu'individus, et les tatouages devaient donc être aussi variés que nous le sommes. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment voulu offrir aux clients la possibilité d'avoir beaucoup plus de dessins tatoués. I realized that what I found to be beautiful in tattooing wasn't the repetition of the same symbols and images, but rather the invention of new imagery, and that there is beauty in diversity. Je me suis rendu compte que ce que je trouvais beau dans le tatouage, ce n'était pas la répétition des mêmes symboles ou des mêmes images, mais plutôt l'invention d'une nouvelle imagerie et la beauté dans la diversité. I began a search to find a more artistic approach to this lack of design options dilemma, and to find more authentic imagery that could say something a little bit more intimate and personal about the human being wearing the design. Et alors j'ai commencé à chercher une approche un petit peu plus artistique à une nouvelle approche pour pallier ce manque de choix de dessin, de trouver une imagerie qui était plus authentique et qui pouvait dire quelque chose d'un petit peu plus intime, d'un petit peu plus personnel sur l'être humain que nous sommes et l'être humain qui porte le dessin. I was making figurative oil paintings in my studio at the time, and I became curious about abstract expressionism. I read about Hans Hofmann, who is credited for driving the abstract expressionist movement forward, and in learning about him, I became inspired. À l'époque, je faisais des tableaux figuratifs à l'huile dans mon studio et j'ai commencé à m'intéresser à l'expressionnisme abstrait. J'ai lu sur Hans Hofmann, qui a été le promoteur de cet expressionnisme abstrait, et j'ai commencé à apprendre et à m'inspirer de lui. I started to wonder if Hans were going to make a painting, but a painting on someone's arm, for instance, what would it look like? What would the shapes and the colors look like? How would they wrap around someone's arm? What would an abstract tattoo look like? And it was then that I realized that this was something that I could try. J'ai commencé à me demander si Hans devait peindre, s'il devait faire un tableau sur le bras de quelqu'un, que serait ce tableau? Quelle couleur choisirait-il? Quelle forme choisirait-il? Et comment est-ce que ces couleurs et ces formes s'enrouleraient autour du bras d'une personne? Maybe the answer to my search didn't lie in any representational imagery at all, but perhaps it was to be found in a painting. Maybe an abstracted shape could convey more about who we are as people,
Perhaps an abstracted shape was better equipped to convey something conceptual and intangible like a mood or an emotion. Peut-être que la réponse à la question que je me posais ne se trouvait pas dans l'imagerie de représentation. Peut-être qu'on pouvait trouver cette réponse plutôt dans un tableau, dans des formes abstraites qui pouvaient dire davantage qui nous sommes. Peut-être que ces formes abstraites étaient plus à même de transmettre un message à la fois conceptuel et intangible qui transmettent une émotion ou une humeur. I was curious about how people experience color differently. And so I began to talk to my clients about color. Et j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont les personnes perçoivent les couleurs différemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler à mes clients de la couleur. I was interested in which of my tattoo inks people found themselves drawn to. What colors did they find to be beautiful and have an affinity for? J'étais curieuse de savoir quels tatouages attiraient mes clients, quelles étaient les couleurs qui leur plaisaient, les couleurs qui les attiraient le plus. What colors did they feel might say something about who they are as people? If they were to be permanently wearing these colors, which ones made them feel inspired or empowered? Which ones did they have an aversion to? Et par quelle couleur ils étaient le plus attirés, quelle couleur les inspirait davantage, s'ils devaient en choisir une, laquelle serait, pour quelle raison? After having those conversations, I decided I wanted to make my clients paintings based off of the hues that they really loved. Paintings that were made special just for them, one-of-a-kind pieces to uncover something new about each person and to celebrate the beauty that came from their uniqueness. Et après ces conversations avec mes clients, j'ai commencé à me demander quelles seraient les couleurs qui leur iraient le mieux, qui feraient qu'ils sont tout à fait uniques, et des couleurs en fait qui sont faites uniquement pour eux, pour célébrer la beauté qui émane de leur singularité. Designs to be used only once, colors and shapes to inspire and carry around like talismans. Des dessins à usage unique, des couleurs et des formes qui inspirent et qu'on peut porter sur nous comme des talismans. All of these tattoos started out as paintings first. Et tous ces tatouages ont commencé au départ sur une peinture, paraître des peintures. And they're based off of all of the colors that these people love. Et ces tatouages reprennent toutes les couleurs que les personnes qui les portent préfèrent. My ideas don't stop with making permanent paintings on people, though. Mais mes idées ne s'arrêtent pas à des tatouages permanents que je voudrais faire sur des personnes. The other part of my practice heavily involves pushing the boundaries of what can be done with the tattoo medium. Une autre partie de mon travail consiste à repousser les limites de ce qu'on peut faire avec le tatouage en tant qu'outil. Tattooing can also be used to beautify objects off of skin too. On peut aussi utiliser le tatouage pour magnifier des objets et pas seulement la peau. After all, a tattoo machine is just a tool, and it can be employed on other surfaces. Tattooing can be used to make statements about the world, and I feel very passionate about tattooing's art-making possibilities. Parce qu'après tout, une machine à tatouer, ce n'est pas un simple outil. Elle peut être utilisée sur d'autres surfaces. Et le tatouage peut être une façon de s'exprimer sur le monde. Some of my other subject matter has been fruit. J'ai également travaillé sur les fruits dans le cadre de mon travail. When first learning how to tattoo, fruit is often the practice surface before skin. Et lorsqu'on commence à travailler le tatouage, très souvent, les fruits sont la première surface travaillée avant de tatouer la peau.
Oranges and grapefruits were what I was handed by my teacher to practice making straight lines and to learn how to steady my shaky hand before I permanently mark someone's skin. Mes professeurs me donnaient des citrons ou des pamplemousses pour m'entraîner à tracer des lignes droites sans trembler avant de passer directement sur la peau d'un client. But now that I know how to tattoo, it felt natural to go back to this early surface and to re-examine it as an art object rather than a practice material. Et maintenant que je sais comment tatouer, ça me paraissait naturel de revenir à mon premier outil, à cette première surface que j'ai utilisée pour m'entraîner. I wanted to make attractive shapes and colors rather than those initial inexperienced scratches. Et j'ai voulu, dans ce second temps, dessiner des couleurs qui soient attirantes, des formes attirantes, plutôt que des gribouillis inexpérimentés. Even though tattooing has dated back 5,000 years and is one of the oldest art forms, there is still so much that hasn't been discovered about it yet. Même si le tatouage remonte à plus de 5000 ans et l'une des formes les plus primitives de dessin, il y a toujours beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le tatouage. This is a data mapping project done at the New Museum in collaboration with the neuroscientist. Vous voyez aussi ici un projet de cartographie de données au New Museum qui a été fait en collaboration avec d'autres artistes, avec un neuroscientifique, pardon. We wanted to uncover a hidden part of the tattoo process and to analyze my equipment while I tattooed. Nous voulions découvrir une partie cachée du processus de tatouage et analyser mon outil de travail pendant que je tatouais. Over 6 weeks at the museum, we data mapped the time and the voltage unique to each person's tattoo. For those data points and numbers, we created a visual art print and a new way of looking at a tattoo. Sur une période de 6 semaines, nous avons effectué une cartographie de données avec le temps et la tension pour chaque tatouage, qui est unique pour chaque personne. Et à partir de ces données-là, nous avons créé une impression d'art visuel. These images are from a residency I did at the Clifford Still Museum in Denver, Colorado. Ces images proviennent d'un séjour que j'ai passé au musée Clifford Still à Denver, dans le Colorado. Clifford Still was another important figure in abstract expressionism and actually probably the first abstract artist I ever remember looking at when I was about 6 years old. Clifford Still a été un artiste important dans le domaine de l'expressionnisme abstrait. Et en fait, je pense que c'est le premier artiste que j'ai regardé lorsque j'avais 6 ans, dont j'ai le souvenir. Crossing painting with tattooing again and taking the idea even further, I went through Still's archive to investigate the colors he favored and found beautiful in his drawings and paintings. Donc, en continuant à recouper la peinture et le tatouage, j'ai poussé l'idée un petit peu plus loin et j'ai été chercher dans les archives de Still pour voir quelles couleurs il utilisait, quelles couleurs il préférait dans ses peintures, dans ses dessins. I used those colors to create new images that were inspired by his work. J'ai utilisé ces couleurs pour créer de nouvelles images inspirées par son travail. In 2019, I had a solo show at the Museum of Contemporary Art in Denver. En 2019, j'ai fait une exposition en solo au musée d'art contemporain de Denver. The director of the museum had serendipitously seen one of my painted Hans Hofmann-inspired tattoos on a client while he was on vacation in Mexico. Et le directeur du musée avait par un heureux hasard vu mon travail alors qu'il était en vacances au Mexique. Mon travail inspiré par Hans Hofmann, donc. He contacted me for a studio visit and was interested in showing a lot of the experimental work that I had done over the last 10 years, and he offered me a show. Il m'a contacté, il m'a demandé de venir au studio. Il était intéressé par le travail expérimental que j'avais effectué ces 10 dernières années et il m'a permis d'exposer. The large canvases in this exhibition are actually giant temporary tattoos. Et les grandes toiles de cette exposition sont en fait des tatouages géants temporaires. They were created using tattoo ink and a surrealist technique called a calcomania,
which is a process of pressing ink or paint between two pieces of paper. Ils ont été créés en utilisant un processus, une technique de tatouage qui s'appelle la décalcomanie et qu'on utilise en pressant l'encre sur du papier. This is also the process I use to prepare some of the marble-looking tattoos that I've done. Et c'est le même processus que j'ai utilisé pour préparer les tatouages, certains tatouages marbrés que j'ai faits. These final ink impressions are printed digitally onto temporary tattoo paper and then applied to canvas instead of skin. Donc les impressions à l'encre finale sont imprimées numériquement sur des tatouages temporaires sur du papier et puis ensuite on les met sur une toile plutôt que sur la peau. I wanted to show people that tattooing can be used on skin and off. Je voulais montrer que le tatouage pouvait se faire sur la peau et en dehors de la peau. Beauty is no quality in things themselves because the experience of beauty exists within us. La beauté n'est pas inhérente aux choses elles-mêmes parce que l'expérience de la beauté en fait existe au fond de chacun d'entre nous. It is a deeply personal encounter and each mind perceives a different beauty. C'est une rencontre qui est profondément personnelle et chacun perçoit un type de beauté différent. It is an attempt in my work on skin to uncover a little piece of beauty unique to each individual. Et dans le cadre de mon travail sur la peau, j'essaie de découvrir cette beauté inhérente à chacun d'entre nous. I find beauty in diversity and nonconformity, and think there is new beauty to be discovered within invention and innovation. Je vois de la beauté dans la diversité plutôt que dans l'uniformité et je pense qu'on peut découvrir la beauté par l'invention et par l'innovation. Ultimately, though, it's all subjective. I'll leave you with these words of wisdom I discovered outside of a pub on my recent trip to London. Mais en fin de compte, la beauté est une question de subjectivité. Et j'aimerais finir sur ces mots que j'ai trouvés en sortant d'un pub récemment à Londres. Beauty is in the eye of the beer holder. C'est un jeu de mots en anglais qui veut dire qu'il y a autant de beauté que de buveurs de bière. Buveur de bière, beer holder, étant également le mot de beholder. Donc un jeu de mots en anglais qui est difficilement traduisible en français. Merci. Merci beaucoup, Amanda. Merci de nous avoir montré que le tatouage donc, pouvait sortir de la standardisation et s'élever véritablement au rang d'art en étant sensible au singulier. Je crois que cette sensibilité au singulier, nous allons aussi l'entendre, au singulier du corps, nous allons aussi l'entendre avec l'intervention de David Le Breton, que nous sommes très très heureux de recevoir ce soir. Alors j'ai beaucoup insisté, j'ai un peu filé, un peu lourdement, vous m'en excuserez, la métaphore de la marche, de l'expédition, de la station et de l'escale, parce que David Le Breton est un grand spécialiste de la marche, il prône le retour à la lenteur, et c'est un grand anthropologue aussi du corps. Il est universitaire, il est professeur à l'université de Strasbourg et a écrit de nombreux ouvrages sur le corps attaqué, le corps souffrant, sur le tatouage également et la scarification. Et nous sommes très heureux de l'entendre maintenant. Merci Clélia. Alors d'abord, je voudrais juste rappeler que la beauté finalement c'est une question de regard, c'est donc un éloge de la vue au regard des autres sens qui nous caractérisent. Un peu l'ouïe aussi, on pourra dire d'une musique ou d'une voix qu'elle est belle, mais on ne dira pas d'une odeur, on ne dira pas d'un corps qu'on touche ou d'un goût qu'on trouve particulièrement agréable. Donc la beauté est d'abord une dimension, un éloge de la vue en quelque sorte. Alors il n'y a pas bien entendu une nature de la beauté, il n'y a pas une vérité non plus de la beauté. Elle cristallise toujours du sens et une valeur également.
pour un individu particulier ou pour un groupe particulier. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Donc la beauté est un regard. Il n'est de beauté finalement que de regard. Alors Clélia l'avait un peu avancé tout à l'heure. La beauté, c'est ce qui nous fait lever les yeux, c'est ce qui nous arrête. Je dirais alors que c'est l'émergence d'une touche de sacré dans nos vies personnelles, dans notre relation à un corps, à un paysage, à une œuvre d'art ou au soleil qui se lève ou qui se couche. J'entends bien entendu ici sacré dans le sens que lui conférait Georges Bataille ou Michel Léris, le sacré qui s'oppose au religieux, le religieux qui relie, qui est fondé autour de la vénération d'un dieu, de textes communs, etc. Le sacré, c'est quelque chose de profondément intime, de profondément personnel. Et donc, je vois la beauté plutôt dans ce registre-là de l'intimité et du singulier. D'ailleurs, on le voit très bien dans la vie courante. Par exemple, quand on regarde certains couples, on se dit parfois, mais qu'est-ce qu'il lui trouve ou qu'est-ce qu'elle lui trouve, alors que manifestement, ce sont des personnes qui se sont appréciées, qui se sont aimées. Et puis tout à l'heure, je repensais à une anecdote de Kouéko qui un jour dit à un paysan, mais que regardez comme la lumière dans votre champ est belle, et le paysan ne comprenait absolument pas ce que le peintre voulait dire, ce que Kouéko voulait dire. Il lui répond, mais vous voulez dire que le champ donne bien, qu'il est rentable, etc. Bon, alors, comme quoi, donc la beauté est aussi une question de représentation sociale, mais une certaine subjectivité à l'intérieur de ces représentations. Alors quelques mots autour des décorations corporelles, puisque c'est un peu le thème de ce soir. Elles sont aussi vieilles que l'humanité. Dès lors que les hommes ont commencé à transformer le monde à travers les premiers outils, à travers l'invention du feu, les premières inhumations, etc., les hommes ont commencé également à transformer leur corps. Donc c'est infiniment, je crois que c'est à l'origine même de la condition humaine, les premiers hommes, il y a déjà une volonté de décorer le corps. Le signe le plus ancien dont nous disposons est celui de Huxley, qui date de 8000 ans, qui est c'est une momie qu'on a retrouvée dans un glacier en Autriche, et cet homme, un chasseur manifestement, était tatoué. Bon, voilà, donc c'est très très vieux ces histoires de tatouage ou de décoration du corps qui ne sont pas seulement, il n'y a pas évidemment que le tatouage. Alors dans les sociétés humaines, je voudrais dire que la beauté est forcément recherchée dans chaque transformation qu'on opère sur le corps, mais en même temps, toutes les marques corporelles sont très polysémiques. Elles renvoient à d'innombrables significations qui peuvent être le passage d'une classe d'âge à une autre, le fait d'accéder à l'âge d'homme, à l'âge de femme, mais aussi les décorations corporelles peuvent être liées à l'entrée dans une confrérie, à une volonté de fécondité, de valeur personnelle, de hiérarchie, de protection, de propitiation, de deuil, de stigmate aussi dans certaines sociétés. Donc voilà, il y a d'innombrables significations dans les marques corporelles des sociétés traditionnelles notamment, mais toujours on peut dire que la beauté est recherchée. Alors, il y a trois manières d'intervenir sur le corps. On peut ajouter au corps, donc c'est plutôt la peinture, c'est l'usage de pâtes d'argile, c'est le tatouage, c'est le maquillage, c'est le fard. Ce sont aussi les scarifications, les kéloïdes, les bijoux, les implants sous-cutanés, laquage de dents, incrustation dentaire, l'ordonnance de la coiffure, etc., etc. Donc là, on ajoute quelque chose au corps. On peut aussi soustraire au corps. On est plutôt là dans la circoncision, dans l'excision, dans l'infibulation, dans l'épilation, dans les mutilations, dans les perforations, les arrachages ou les limages de dents, etc. Et la troisième procédure, c'est le façonnement du corps. On peut façonner comme ça le cou, ce qu'on appelle par exemple les femmes girafes, mais on peut aussi façonner les oreilles, c'est le stretching. On peut façonner les lèvres avec les labrés par exemple, les pieds, c'est les pieds un peu déformés des femmes chinoises. Où on peut aussi transformer le crâne. On allongeait le crâne, c'est d'ailleurs un peu comme ça dans nos campagnes autrefois, où les femmes essayaient d'allonger le crâne de leurs enfants.
Donc le corps paré, décoré, finalement est toujours dans les sociétés humaines une sorte d'écho symbolisé du monde. C'est un discours finalement que les sociétés humaines tiennent sur le corps. Alors très souvent, il y a une volonté de magnifier la présence au monde. J'en donne juste quelques exemples très rapides. Les très beaux tatouages japonais, par exemple, du 19e siècle notamment, enfin qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui émergent vraiment au 19e siècle, et qui étaient pour des personnes pour la piétaille, entre guillemets, la piétaille japonaise de l'époque, des gens de peu, comme aurait dit Pierre Sanso, par exemple des pompiers, des manœuvres, des bateliers, des porteurs de palanquins, des tireurs de pouces. Eh bien, c'était des hommes dont tout le corps était magnifiquement décoré. Une manière donc de se magnifier, de s'affirmer à l'encontre du mépris social dont ils étaient l'objet, et aussi sans doute une manière de montrer leur virilité, leur force de caractère, parce que ces tatouages japonais étaient extrêmement douloureux à l'époque, et donc c'était une manière aussi de s'affirmer contre la classe des guerriers, puisque c'était des hommes de milieu populaire qui n'avaient absolument pas le droit de devenir par exemple des samouraïs, mais qui pouvaient de cette manière affirmer non seulement leur beauté, mais leur force de caractère, leur courage, etc. Deux autres exemples, là, plus classiques d'une certaine manière, que j'emprunte à l'Afrique traditionnelle. Les Peuls Bororo, par exemple, qui sont des nomades du Niger et qui célèbrent une fois par an un rite de séduction qui est très connu. C'est une parade des fiancés où les hommes vont se transformer leur corps, leur coiffure, de la tête aux pieds, vont se transformer en éléments de beauté, vont se magnifier également pour plaire aux femmes, et les femmes vont choisir parmi ces hommes. C'est une sorte de marché de la beauté et du mariage. Donc elles vont choisir leur futur époux. Voilà quelques idées qu'on pourrait donner à des féministes d'aujourd'hui, où ce sont les hommes donc qui sont plutôt les hommes objets entre guillemets du regard des femmes. Un autre exemple a été beaucoup célébré par Leni Riefenstahl. Ce sont les Nuba qu'elle avait photographiés notamment à Caux et qui sont fameux pour leur usage des peintures corporelles qui sont effectivement absolument magnifiques, comme en attestent les photos de Leni Riefenstahl. Alors, il y aurait, oui, je voulais parler aussi de la relativité de la beauté des uns n'est absolument pas la beauté des autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas une nature entre guillemets de la beauté. Alors, un exemple qui pour nous est un peu étonnant, c'est la manière dont les Mayas magnifiaient le strabisme, donc le fait de loucher un peu. On dit parfois d'ailleurs dans nos sociétés, il ou elle a une coquetterie dans l'œil. Et c'est vrai que ça fait un peu partie quand même du charme de certaines personnes. Mais pour les Mayas, c'était quelque chose qui était collectivement valorisé, et donc les mères mayas accrochaient un petit emplâtre sur les cheveux de leur enfant, et puis donc l'emplâtre avec une ficelle, et l'emplâtre se baladait, et le gamin avait une petite coquetterie entre guillemets dans les yeux, et donc c'était une forme de séduction majeure pour la société maya. Les scarifications également, qui pour nous paraissent troublantes et sont souvent perçues comme des mutilations du corps, mais ces scarifications peuvent être absolument célébrées aussi comme des signes de beauté dans énormément de sociétés humaines, d'ailleurs même par un certain nombre de garçons ou de filles de nos propres sociétés qui se sont scarifiés et qui sont fiers des cicatrices de leur scarification, parce qu'elles renvoient à un moment où ils ou elles se sont sentis fortes pour affronter l'adversité. Il ne faut absolument pas généraliser, parce que dans mon expérience, il y en a aussi beaucoup qui trouvent que ce sont des cicatrices absolument abominables, mais parce que ça renvoie à une période de leur vie qu'ils ou elles veulent absolument oublier, mais ça renvoie à la subjectivité de notre regard sur les cicatrices, par exemple, qui peuvent être aussi très valorisées par certains d'entre nous et au contraire rejetées par d'autres. Donc les scarifications peuvent être célébrées, les labrés aussi, qui nous paraissent tellement surprenants. Pensez au chef Raoni, par exemple, cet Amérindien, ce chef amazonien qui est venu récemment à Paris pour plaider pour la cause amérindienne en Amazonie, et cet homme donc qui porte un labré dans les lèvres, donc les lèvres sont énormément déformées. C'est un bijou entre guillemets qu'on rencontre dans cette société
mais qu'on retrouve aussi dans d'autres lieux du monde. Et donc pour nous, ce qui paraît le comble d'une déformation du corps et quasiment d'une mutilation est au contraire vécu comme une esthétisation formidable du corps dans d'autres sociétés. Je vais prendre 2 autres exemples aussi qui renvoient, qui sont un peu un choc de culture d'une certaine manière. Je pense à l'ethnologue Robert Jolin, donc qui a été bien connu à un moment donné, qui notamment s'est beaucoup battu contre les ethnocides, les écocides, notamment des sociétés sud-américaines. Et Robert Jolin donc était en même temps aussi un spécialiste de l'Afrique noire et un spécialiste particulièrement de la société Sahara du côté du Sénégal. Et il a écrit d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle La mort Sahara. Et cet ethnologue a voulu aller vivre le rite d'initiation Sahara en profondeur, c'est-à-dire ne se dérober absolument à aucun moment du rituel. Donc il s'est fait intégrer avec des jeunes, avec des gens qui étaient infiniment plus jeunes que lui, qui devaient avoir une quarantaine d'années à l'époque, et donc il a subi toutes les épreuves. Et puis soudain, il a craqué, il a flanché au dernier moment. Quel était le moment où il a craqué? C'est le moment où les scarifications sur les joues allait marquer l'accès à l'âge d'homme des jeunes. Et Robert Jolin s'est dit évidemment que des scarifications sur le boulevard Saint-Michel ou à la fac, je ne sais plus dans quelle fac il était, risquaient fort de lui donner la réputation d'un homme complètement défiguré, vous voyez. Et là, il a refusé, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout du rituel. Et toujours sur le changement de statut, donc de marque éminente de beauté dans une société qui deviennent au contraire des signes de stigmatisation. Je pense au fait que beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui ont vécu notamment des traditions en Afrique noire et qu'on rencontre en revanche aujourd'hui énormément dans nos universités par exemple, ou dans les rues de Paris ou de Strasbourg d'ailleurs, donc des garçons ou des filles qui ont des stries sur les joues qui peuvent être d'ailleurs de différentes formes. Lorsque ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes ont vécu ce rite de passage, ils l'ont vécu évidemment dans l'allégresse, dans le sentiment qu'ils devenaient des hommes, qu'ils devenaient des femmes, que c'était un signe majeur de leur maturation. Mais la migration a complètement changé le contexte de ces marques. Et dès lors, ils ou elles ont été perçus comme des hommes ou des femmes défigurés. Et je pense au calvaire qu'a vécu notamment une jeune Sarah, également, qui disait combien elle avait été émerveillée de devenir une femme dans sa communauté, mais en grandissant, en faisant des études et en ayant un emploi important dans un truc humanitaire, une grande ONG humanitaire. Elle est confrontée évidemment à d'innombrables occidentaux, à une culture urbaine qui ne reconnaît absolument pas ces marques tribales, ces marques initiatiques comme ayant une valeur. Et donc elle racontait combien elle était malheureuse aujourd'hui d'arborer en permanence ces marques qui faisaient qu'on la rejetait. Elle n'était pas considérée comme une femme avec laquelle on pouvait sortir, une femme belle finalement. Elle était perçue comme une femme défigurée et affreuse. On se moquait d'elle, on la nommait la femme au chemin de fer, etc., etc. Bon, et elle disait qu'elle ne pouvait sortir finalement qu'avec des hommes qui avaient vécu les mêmes marques initiatiques dans sa communauté Sahara. Vous voyez comment donc un changement de contexte change complètement le statut de ces marques. On pourrait d'ailleurs évoquer simplement dans nos propres sociétés occidentales combien des signes anciens de beauté sont aujourd'hui nous paraissent absolument dérisoires et même assez abominables. Pensez par exemple aux mouches sur le visage des nobles ou des grands bourgeois avant l'Ancien Régime, du temps plutôt de l'Ancien Régime, la poudre blanche également sur le visage des hommes ou des femmes. Aujourd'hui, ça nous paraît bien dérisoire. On pourrait dire d'ailleurs la même chose du tatouage, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Donc vous savez bien que le tatouage a été extrêmement dévalorisé dans nos sociétés jusque dans les années 80, valorisé par certaines classes sociales, par les milieux populaires notamment, mais des milieux populaires plutôt en dissidence, des milieux ouvriers, des milieux c'était d'abord
d'abord plutôt les marins, les truands, les prostituées, et puis ça a été les ouvriers, les mineurs, les camionneurs, etc. Donc le tatouage avait très mauvaise réputation dans nos sociétés. Il était d'ailleurs un fait quasiment strictement masculin, avec des graphismes absolument dérisoires qui sont loin d'avoir la beauté de ceux qu'on a vus tout à l'heure, des graphismes qui plutôt valorisaient la violence, la pornographie. C'était des manières, les femmes y étaient souvent très maltraitées, et donc le tatouage était plutôt stigmatisé dans nos sociétés, jusque dans les années 80, où s'opère notamment aux États-Unis une espèce de révolution esthétique, et où également d'ailleurs les artistes tatoueurs américains vont se former à d'autres styles, et c'est là où on voit l'émergence donc du tatouage comme une forme d'esthétisation du corps, comme un body art en quelque sorte. Bon, je passe sur l'histoire, sur son histoire, parce qu'on n'en finirait pas, mais aujourd'hui vous voyez comment le tatouage est incroyablement valorisé à travers le monde, à telle enseigne d'ailleurs que bientôt on s'interrogera sur les incroyables dissidents ou transgressifs qui ne portent absolument aucun tatouage sur le corps. Voilà, vous voyez comment donc en l'espace de quelques années, de quelques décennies, le tatouage a complètement changé de statut. De même d'ailleurs le piercing, qui au début à peu près le piercing a eu à peu près le même parcours que le tatouage. Au départ, il était perçu comme très transgressif et très très laid d'une certaine manière, et aujourd'hui il est aussi perçu comme un signe de beauté. Et puis pour terminer, sur quelque chose qui me touche beaucoup, que j'ai vu dans différents registres, déjà sur les scarifications, sur les attaques au corps que se sont infligées un certain nombre de nos jeunes dans nos sociétés, où donc je vous disais tout à l'heure que pour les uns, leur cicatrice de scarification était plutôt un emblème de leur force de caractère, et donc des lieux du corps, des cicatrices investies d'un sentiment de beauté. Pour d'autres, au contraire, c'était le sentiment d'une période de leur vie dégueulasse et dont ils voulaient absolument perdre la mémoire. Mais un certain nombre de ces jeunes, devenus un peu plus âgés, ont parfois tatoué aussi leur cicatrice. Et on a rencontré ça aussi énormément chez les personnes qui ont survécu, notamment aux attentats de Paris de ces dernières années. Bon nombre de ces hommes ou de ces femmes ont tatoué leurs blessures, ou ont tatoué certaines parties de leur corps en hommage à un certain nombre de personnes disparues. Et puis peut-être un autre point qui est très émouvant, ce sont ces femmes qui ont perdu un sein ou qui ont perdu leur sein à cause d'un cancer, et qui récusent le fait de refaire, de reconstituer plastiquement une poitrine, et qui tatouent les cicatrices de l'amputation dont elles ont été l'objet. Elles subliment en quelque sorte leur amputation pour en faire un signe d'identité, un signe d'affirmation de soi, un signe de beauté, ce qui est un merveilleux clin d'œil évidemment contre le sort, contre le destin, une manière de se reprendre en main. En changeant son corps, on change sa vie, et elles l'ont merveilleusement réussi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup David pour ce grand panorama sur les différentes décorations du corps, les différentes beautés du corps, qui sont toujours des textes, puisqu'elles renvoient à des itinéraires de vie souvent particuliers, comme le très bel exemple que vous avez indiqué, mais aussi qui sont souvent liés à des contextes historiques, géographiques. Donc la beauté du corps comme texte, souvent lié à la peau d'ailleurs. La peau, c'est une texture, c'est le lieu d'un texte. Et donc, on peut croiser texte et contexte grâce à notre beauté du corps du jour. Et on va accueillir notre dernière invitée, donc Hélène Guggenheim, dont on a vu un aperçu de la pratique en début de séance, et qui travaille également sur la manière de magnifier le corps, et qui travaille sur le corps, non pas un corps idéalisé, mais un corps toujours concret et toujours spécifique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, alors moi j'ai une pratique donc de performance et un des premiers travails que j'ai fait était effectivement un travail sur les cicatrices, puisque j'ai fait dorer à la feuille d'or un certain nombre de cicatrices, et la première d'entre elles était effectivement une cicatrice de mastectomie.
Voilà. Pour moi, la beauté des corps, qui est le thème qui nous rassemble aujourd'hui, ça a été surtout l'occasion d'un travail de définition, puisque je me suis demandé, mais tiens donc, comment ça m'est apparu à moi la beauté en premier? Et en fait, en premier, ça m'est apparu comme des images. Donc ça a d'abord été La Belle au bois dormant. Ça a d'abord été ma mère mettant du rouge à lèvres. Ça a été beaucoup une icône pop comme Madonna. Et c'est intéressant de noter que c'est toujours, dans le souvenir que j'en ai en tout cas aujourd'hui évidemment, c'est toujours des corps féminins parés, donc décorés. J'ai envie de me raconter cette histoire du coup que en fait j'ai appris à décoder des signes de ce qu'on m'a appris être la beauté. Donc des cheveux longs, des grandes robes ou des mini-shorts, des chaussures à talons, du maquillage. Donc pour moi, la beauté en premier lieu, ça a d'abord été ça a été la beauté d'un corps de femme paré d'accessoires. Et je pense qu'il faut souligner que ce sont bien les accessoires qui agissaient sur moi pour me signifier la beauté. Mais pourtant, je les voyais pas. En tout cas, je les voyais pas en tant que signe, je les voyais comme des accompagnements superficiels d'une personne, d'une image qui était pour moi, Hélène, petite fille, essentiellement belle. Pour moi, Madonna était essentiellement belle. Et ça voulait dire quelque chose d'assez important pour moi qui me construisait, c'était que ce personnage, en fait, qui était Madonna, qui était essentiellement belle, elle était donc aimée. Et tout ce qu'elle faisait allait forcément être couronnée de succès, même quand elle faisait quelque chose de choquant, c'était toujours un succès. Et en fait, moi, je voulais ça pour moi. Et donc, je voulais être belle. Alors, évidemment, ça marchait pas très très bien, puisque évidemment, j'avais pas des paparazzis autour de moi pour me signifier à quel point j'étais désirée, désirable, etc. Et mes succès étaient relativement limités, d'autant que je rechignais quand même grandement, justement et paradoxalement, à me parer d'accessoires, parce que si j'avais commencé à mettre du rouge à lèvres, des accessoires, des choses comme ça aurait été quelque part admettre pour moi-même que puisque j'avais besoin d'accessoires, je n'étais pas belle essentiellement. Et alors admettre cela pour moi-même, moi pendant très longtemps j'ai tout fait pour ne pas admettre ça. Donc je ne me maquillais pas et je ne trouvais pas dans le regard d'autrui la confirmation d'une beauté indubitable, donc j'étais malheureuse. Ah oui, et puis aussi je voulais pas mettre trop d'accessoires parce que tout simplement j'avais besoin d'avoir bonne réputation et que j'aurais sans doute été traitée de prostituée si je l'avais fait dans la cour du collège. Et donc il me restait quoi? Il me restait la pensée magique. Et donc dans le secret de mon cœur, puisqu'évidemment je l'aurais jamais admis devant personne, je crois que je l'admettais à peine devant moi-même, je souhaitais ardemment posséder la beauté. Et chaque fois que j'avais l'occasion de faire un vœu, donc à chaque anniversaire, avant de souffler mes bougies, mais aussi à chaque fois que quelqu'un me disait que j'avais un cil sur la joue, et même à chaque fois qu'arrivaient les premiers fruits de la saison, parce que quelqu'un m'avait dit qu'on pouvait faire un vœu, pour ça aussi, je voudrais être belle. Et ça a duré, je pense ça a dû commencer vers les 7-8 ans et s'arrêter un peu après 30 ans. Donc c'était quand même quelque chose de vraiment, vraiment important. Et en fait, dans cette histoire, mon souhait, véritablement, c'était de devenir une image. C'était de devenir Madonna, l'image de Madonna. Et en fait, cette chose-là, il est quand même question d'une domestication. C'est-à-dire, à partir du moment
où mon souhait était de devenir une image, je crois que c'est intéressant de remarquer que le corps disparaît complètement dans cette histoire, puisqu'en fait, il doit être domestiqué pour rentrer dans 2 dimensions. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la taxidermie, presque, j'ai envie de dire. Il faut arrêter le temps. Alors ça, c'est une conséquence qu'on peut observer. Il y en a peut-être d'autres. Une autre que j'ai notée, c'est le fait que, à ce moment-là, la validation de mon existence, elle est toujours dans le regard de l'autre. Parce que, comme j'ai besoin que l'autre me trouve belle, en fait, je suis toujours en train d'attendre, est-ce que machin me trouve belle, est-ce que truc me trouve belle, et moi, j'ai pas de référence à l'intérieur de moi-même pour me dire que je vaux d'être là, quoi qu'il arrive. Ça ne se passe pas comme ça. Donc je crois que dans cette question-là, je n'étais pas un sujet, mais j'étais bien un objet dont la valeur dépendait du degré de désir qu'il était capable de susciter. Et je crois que c'est une bonne partie de l'expérience qu'on fait quand on est une femme dans une société sexiste. Je parle depuis mon sexe. Ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'un homme. Et donc voilà, pendant longtemps, ce qu'il faut bien appeler une expérience de soumission au regard de l'autre a confisqué complètement pour moi la définition de la beauté. Si bien que j'ai vécu pourtant pendant ces périodes-là des expériences de beauté au sens, je sais pas, je dirais esthétique, mais je ne les ai pas reconnues comme telles, en fait. Or, il me semble que cette définition de la beauté comme image, donc comme création d'un désir, c'est une petite partie de ce que peut être la beauté. C'est un peu comme si on regardait le ciel depuis une rue de Paris, eh ben, on voit une ligne de ciel bleu entre les immeubles, mais le ciel, évidemment, ne s'arrête pas aux bordures des immeubles. Il est évidemment infini. Et pour moi, cette histoire de la beauté comme une image, c'est exactement ça. C'est une ligne de ciel bleu qui existe, qui est intéressante, mais qui masque, qui prend beaucoup de place, en tout cas dans la société dans laquelle moi j'évolue depuis longtemps. Et j'ai l'impression que voilà, la beauté, c'est infini, assez insaisissable. Et voilà, en fait, tout ça pour vous dire, je crois que c'est aussi une émotion. Et que cette émotion, elle nous prend par surprise. C'est quelque chose qui nous traverse. Je vous parle de mon expérience à moi, une sorte de choc, qui peut d'ailleurs être ressenti comme violent. On se sent par exemple vaciller devant un coucher de soleil ou devant la hauteur des sapins du Jura, ou devant justement la cicatrice de mastectomie de Marie, puisque en fait Marie, qui est donc la première personne sur laquelle j'ai fait cette performance où je dorais la cicatrice, portait son corps avec beaucoup de puissance. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faudrait souligner, il faudrait dorer cette cicatrice parce que il faudrait souligner la cicatrisation. Et je voudrais bien me faire entendre, pas la cicatrice, la cicatrisation. Voilà, mais la beauté, moi personnellement, je l'ai rencontrée aussi devant le cœur battant d'un lézard qui cherchait un abri pour l'hiver, ou même devant un petit bourrelet de chair qui retient l'enfance sur la lèvre de mon compagnon. Pour moi, dans la beauté, il y a de l'effarement, il y a une immense joie, il y a de l'humilité, il y a quelque chose qui vacille, qui nous prend par surprise. C'est un choc, ça fait peur, et ça fait du bien en même temps. On se sent débordé de soi-même, éclaté de bonheur, rapetissé jusqu'aux dimensions d'une fourmi, et en lien avec tout le vivant, fragile et obstiné, faire partie de quelque chose, et soudain c'est parti. Personnellement, la première fois que j'ai ressenti ça, je l'ai pas compris comme de la beauté, mais comme un excès de sensibilité de ma part. Justement parce que pour moi, la beauté, c'était seulement une image. J'ai interverti mes parties.
Voilà. Alors pour conclure, donc je crois que la beauté, c'est pas tant quelque chose qui appartient au corps et que l'on pourrait s'approprier, mais plutôt cette chose qui soudain nous traverse et qui, nous traversant, nous met en lien les uns et les unes avec les autres, humains, plantes, animaux, morts et vivants. Il serait dès lors plutôt question d'une disponibilité à la beauté du monde, de se laisser posséder par la beauté le temps que ça dure. Et pour aller plus loin, je crois que cette expérience de la beauté, donc en tant qu'émotion, c'est plutôt une expérience de la différence. C'est-à-dire, c'est accueillir l'autre en soi. C'est se trouver tout à coup en face d'un humain ou d'un animal ou d'un sapin et de s'apercevoir que cette manière d'être au monde, qui est tellement différente de celle que je connais moi, eh bien, elle existe aussi et qu'en fait, je peux l'accueillir à l'intérieur de moi pour ouvrir le champ du possible. Alors, je vous donne un exemple parce que je sens que c'est un peu bon. Donc, l'hiver dernier, quand j'ai trouvé ce lézard qui cherchait un abri pour s'abriter du froid, c'était la première fois que je voyais un lézard de près. Et alors, si vous avez déjà vu un lézard de près, en fait, leur cœur bat vraiment très très fort et c'est visible depuis l'extérieur de leur corps. Et alors donc j'ai eu ce choc là, cette espèce d'effarement et à la fois de grande joie de la beauté, mais parce qu'en fait cette manière d'être au monde du lézard, de laisser son cœur battre tellement fort qu'on peut le voir à l'extérieur, tout d'un coup ça venait nourrir quelque chose à l'intérieur de moi qui était et si je vivais en laissant battre mon cœur tellement fort moi aussi. Et donc c'est vraiment dans cet espace-là, à mon avis, que la beauté peut aussi exister comme une forme d'élargissement de nos manières d'être au monde. Voilà, accueillir la différence en moi, ma singularité, ma monstruosité même, ce qui est hors norme et qui pourtant existe indubitablement, et me découvrir ainsi, être une petite partie du monde, indissolublement reliée à toutes les autres. Donc pour finir, je dirais que, en tout cas dans mon expérience, la beauté, c'est sûrement d'abord une question d'amour. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce très bel exposé, ce très beau récit. Alors, on a entendu 3 voix très différentes, comme vous avez pu le remarquer. La voix de l'artiste professionnel et engagé, la voix de l'historien qui, comme ça, peut balayer les époques et les lieux, et la voix toute personnelle de l'artiste et de la performeuse. Mais par-delà la diversité de ces 3 voix, je crois qu'on a entendu des choses assez communes, notamment sur la tension ou l'écart entre la visée parfois de standardisation du corps. La beauté exige une forme de standardisation. Elle est comme hantée par ces canons depuis l'Antiquité, les canons du corps. Et puis de l'autre côté, une revalorisation à l'inverse de la singularité du corps, une attention au singulier, au récit de vie, au texte. Donc il y a comme ça l'ouverture entre ces 2 pôles, et puis aussi l'articulation ou l'entrelacement dans Beauté du corps entre l'art et la vie, l'art qui fige sans doute et la vie qui la vie du corps vécu, la vie interne au corps vécu. Et vous évoquiez le tatouage au Japon, et un très beau film sur le tatouage, c'est le film de Kenji Mizoguchi, 5 femmes autour d'Utamaro, qui raconte la vie d'un peintre japonais et qui est entouré de beauté, comme on dit au Japon, c'est-à-dire des femmes très belles, des courtisanes qui sont très belles. Il est entouré de 5 femmes qui sont des variations d'un même modèle. Et l'une d'elles a un corps si beau que le tatoueur ne peut pas la tatouer. Il dit, le corps est trop beau, je n'arrive pas à trouver le motif qui sera assez singulier pour magnifier ce corps qui est déjà absolument beau. Et finalement, c'est l'artiste qui se met à peindre sur le dos de la jeune femme. Et au cours de l'histoire, la femme s'en va avec son amant. Et tout le monde dans l'entourage du peintre est très choqué. Comment elle est partie avec votre œuvre? Et il répond, oui, j'ai peint
sur un corps qui pleure et qui vit et qui aime, et non pas sur de la soie. Et dans la beauté du corps, il y a cette soumission aux aléas de la vie, aux métamorphoses, comme il a été dit. Je vais peut-être vous laisser la parole dans un premier temps entre vous pour discuter et poursuivre donc ces pistes. Et puis, si vous avez des questions, on écoutera également la salle. Tu as une question? Est-ce que quelqu'un veut d'emblée prendre la parole? C'est toujours un peu difficile et intimidant, surtout ici. Moi, j'ai une question pour Amanda. Oui, non. Pour Amanda Wachop sur la question de la signature, parce que donc les tatouages, je ne sais pas si c'est signé ou pas signé, mais comme on est vraiment au milieu entre l'œuvre d'art et la parure et l'appropriation par le corps d'une proposition d'artiste, est-ce que c'est l'artiste qui signe ou est-ce que c'est donc dans le prolongement du film de Mizoguchi, ou est-ce que c'est la vie et le corps qui prend en possession et qui devient l'auteur de la proposition que vous lui avez faite? Est-ce qu'il y a signature d'un tatouage? There's never any on the client, because I mean, at least personally, with the work that I do, it's more about the person and me trying to be some sort of vessel to interpret the things within inside of that person. So the tattoos that I do, I don't really consider them to be more about me. It's more about the person wearing the design. And so I just sort of see that as being a vessel to convey something about that person. Non, je ne pense pas qu'il y ait de signature sur les clients. Dans mon travail, je suis en fait interprète pour les personnes qui portent mes tatouages. Donc mes tatouages expriment quelque chose sur ces personnes et pas sur moi. Mes tatouages ne sont que le vecteur. Il n'y a pas de signature. Merci. Moi, j'ai une question encore. Monsieur Le Breton, vous avez aussi travaillé sur le post-humanisme, qui est une sorte de rêve un peu fou, comme quoi l'homme, s'il était délivré de la souffrance, s'il était délivré des limitations du corps, on invente comme ça toutes sortes de nouvelles prothèses pour un corps qui ne vieillirait pas et potentiellement un jour ne mourrait pas. Et est-ce que vous pensez qu'un corps qui comme ça serait d'emblée parfait, est-ce qu'un corps d'emblée parfait pourrait encore être beau? Puisque vous avez évoqué Mizoguchi, on peut évoquer Ridley Scott ou Philip K. Dick en amont, c'est-à-dire ce très beau Blade Runner, mais qui était aussi un très très grand livre de Philip K. Dick, avec un titre complètement différent, puisque c'était les moutons électriques, rêve-t-il, je ne sais plus quoi, bon, enfin peu importe. Mais en tout cas, vous vous rappelez que dans ce film, le personnage joué par Harrison Ford tombe amoureux d'une femme dont il découvre qu'elle est une androïde elle aussi, et lui-même finalement commence à se demander s'il n'est pas un androïde, puisque les frontières entre l'humain et l'artificiel ont été complètement dissous dans cet imaginaire, en tous les cas de Philip K. Dick et de Ridley Scott, et donc les deux personnages partent, en tous les cas à la fin du film, j'ai plus en tête exactement la fin du livre de Dick, mais les deux personnages partent vivre leur amour. Mais en tous les cas, je pense que la beauté n'est pas du tout dans le discours transhumaniste contemporain. On est vraiment plutôt sur des valeurs de performance, d'immortalité, d'éternelle santé, etc. J'ai l'impression que la beauté est très secondaire à leurs yeux. Et puis en plus, c'est très narcissique, c'est très masculin également. Il y a quasiment aucune femme dans le transhumanisme. Et donc, ce sont plutôt des hommes qui sont plutôt dans l'amour d'eux-mêmes, d'une certaine manière, et qui valorisent des valeurs strictement masculines, à mon avis, et beaucoup moins des valeurs féminines, pas au sens d'une nature, évidemment, de l'homme ou de la femme, mais des représentations qui
sont les nôtres dans nos sociétés occidentales sur ce que doit être un homme ou une femme. Donc là, il n'y aurait pas, à mon avis, une beauté du futur, pour reprendre, mais plutôt donc la conviction de ne jamais mourir et voilà, qui risque fort d'aboutir à l'ennui qu'évoquait Borges ou même Simone de Beauvoir dans un roman qui est pas très connu d'elle, mais où elle évoque le fait que l'une des pires tragédies sans doute qui pourrait nous tomber dessus, c'est d'être éternel. On verrait comme ça un lien entre la beauté et la finitude aussi, hein. Comme si on pouvait avoir de beauté qu'avec en même temps le sentiment de la perte. Et comme on magnifie, on essaie de magnifier les manques, sans manque à magnifier, il y a plus de choses précieuses à préserver. Il y a plus cette... C'est ce fil du rasoir, d'ailleurs, entre le sentiment de tenir une plénitude. Elle est là, on l'a au bout des yeux, au bout de la main, et en même temps, on sait qu'elle va partir. Donc, c'est cette dialectique plutôt entre le précaire et notre désir d'absolu qui produit, à mon avis, en nous le sentiment de beauté. Il y a un très beau roman de Kawabata qui s'appelle Beauté, Tristesse et beauté, ou Beauté et tristesse, et qui effectivement renvoie comme ce duo entre voilà. L'image d'ailleurs que vous évoquiez tout à l'heure du moment où les cerisiers fleurissent et qui est un moment d'extraordinaire émotion au Japon, de beauté et en même temps de mélancolie. C'est extrêmement triste parce que ça disparaît immédiatement. Une fois que c'est là, c'est déjà parti. Et puis aussi, je pense qu'il y a ce sentiment que on le voit maintenant, mais le reverra-t-on? C'est lié au temps, c'est lié à la visée, enfin à l'horizon de la mort qui s'inscrit de toute façon dans le temps qui passe. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, j'aimerais savoir s'il y a des questions dans la salle. Et c'est ce micro-là qui va passer. Alors, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés, mais il y a peut-être des sujets plus précis aussi. Oui. Bonsoir, merci. Moi, j'ai une question pour Amanda. Merci. Je me demandais, vous accordez une grande importance à la couleur et donc vous tatouez des personnes, donc différentes couleurs. Est-ce que c'est une partie de la réflexion que vous prenez en compte quand vous allez tatouer quelqu'un et en fonction de la pigmentation, est-ce que vous adaptez aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous expliquez? Est-ce que c'est quelque chose qui va influencer votre art? Voilà. I use all the same colors. So whichever color the person is drawn to, it goes into their skin. And, you know, basically, I mean, tattoos, the colors show up on, you know, everyone's skin slightly differently. So it's just really important to me to just use the exact colors that that person said they wanted to see and that they felt inspired by and that made them feel powerful. And however it appears on their skin is how it appears. So it's slightly different for everyone, regardless of, yeah. En fait, peu importe la couleur de peau, je choisis les couleurs qui ont été choisies par la personne et bien entendu en fonction de la pigmentation, les couleurs vont apparaître de façon différente, mais à la base, j'utilise les couleurs par lesquelles sont attirées les personnes que je vais tatouer. C'est un accord avec l'intérieur et le désir de la personne beaucoup plus qu'un accord avec son extériorité ou même la texture de sa peau. The inner person, and then also the strength that's contained within that color that makes that person feel charged by it. Oui, ça dépend de l'intériorité de la personne et aussi de ce que suscite la couleur, de la force que suscite une couleur chez un individu. Moi, j'ai une question pour Hélène Kilkenyan. Vous avez parlé très rapidement de votre travail sur les corps, sur des femmes qui avaient perdu un sein et sur la cicatrisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ou nous dire rapport au corps, effectivement, à la cicatrisation, mais aussi à la dorure? Qu'est-ce que la dorure? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'ai en fait doré une seule cicatrice de mastectomie, mais c'est vrai que c'est l'image qui a été la plus vue. Donc, j'ai été très identifiée par rapport à cette cicatrice-là.
qui effectivement, moi, la première fois que j'ai vu un corps dans ma réalité, hein, c'est-à-dire un corps de femme avec un sein, une cicatrice, j'avais pas compris, en fait, je crois que j'avais pas vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire cancer du sein, ablation du sein, avant de voir un corps qui avait vécu cette expérience. Or, donc, il se trouve que quand j'ai vu le corps de cette femme, Marie, donc pour la première fois, j'ai été choquée par la beauté de ce corps, parce qu'il se trouve que Marie est quelqu'un qui assumait très fortement aussi sa cicatrice, et donc en fait, le choc, si vous voulez, il est venu de là, le choc de beauté quelque part, il est venu de là, de cette capacité à vivre avec un corps différent, en fait, qui a ouvert quand même un peu un monde pour moi. Et l'or, parce que donc j'ai tout de suite imaginé de mettre de l'or dans cette cicatrice. Alors, pourquoi précisément, je sais pas, des fois on est en train de vivre un truc et voilà, on a une idée. Il se trouve quand même que j'avais vu des images du kintsugi japonais, donc j'avais quand même des images en tête, même si, bon, sur cette question du kintsugi, je prends quand même toujours bien la peine de faire la différence entre ce qu'on perçoit, nous, en Occident, de la pratique japonaise et la manière dont c'est pratiqué au Japon, puisque d'après les différents entretiens que j'ai eus avec des personnes plus proches que moi de cet artisanat traditionnel japonais, ça n'a pas du tout la valeur de résilience qu'on peut lui prêter quand nous, on le regarde. Ah oui, pardon. Alors le kintsugi, c'est en fait ça se trouve surtout sur des céramiques, et donc c'est des céramiques qui ont été brisées, et les artisans qui les ont réparées en fait ont mis de l'or ou de l'argent d'ailleurs parfois dans la brisure, parce qu'en fait les gens qui restauraient les céramiques, c'était des laqueurs, et donc cette technique d'aller mettre de la poudre d'or, c'est une technique de laque. Voilà, donc ça vient de là, et donc ça donne des images qui effectivement génèrent comme ça beaucoup de fantasmes parce que c'est impressionnant, quoi. Et au Japon, ces bols avec ces cicatrices dorées sont extrêmement luxueux. Alors c'est très valorisé, aussi économiquement. Et aussi économique. Voilà. Donc bon, alors évidemment, moi j'avais ces images-là en tête. Donc comment viennent les choses? Moi j'ai plus l'impression, en fait, que j'ai mis de l'or parce que pour moi, c'était le symbole absolu de la chose précieuse. Et c'était ça que je voulais souligner, plus encore que la beauté qui, je crois, est une notion relative, c'est la préciosité de cette expérience de la cicatrisation. Parce que, en fait, pour moi, ça vient vraiment, une cicatrice, ça vient vraiment signifier je suis vivant, je suis vivante. Parce que s'il n'y a plus de cicatrice, on meurt, en fait. C'est vraiment, on a un corps, ce corps, il a une certaine force, mais il a évidemment aussi une certaine fragilité, surtout la peau. Et évidemment qu'on va être blessé, puisqu'on est vivant. Et donc, évidemment, on va cicatriser. Et donc, dans cette expérience de la cicatrisation, on va avoir l'opportunité de changer notre manière de vivre. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait parler de renaissance pour certaines cicatrices qui ont été graves pour les personnes qui les ont reçues. Et c'est pas forcément une question de taille, puisque j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec beaucoup de personnes cicatrisées. Et j'ai notamment parlé dans un tout autre registre avec Luca Spira, que vous connaissez aussi, qui est quelqu'un qui est très tatoué, qui a fait plein de modifications corporelles. Et donc, je lui demandais comment lui vivait ses cicatrices, puisque moi, j'étais dans ce travail sur la dorure, etc. Et en fait, pour lui, c'était plutôt un signe de force, parce qu'il me disait que la cicatrice, en fait, est plus solide que la peau. Voilà, donc, je sais plus du tout quelle était votre question. Mais j'y ai répondu. Bon, bah voilà. Merci. Oui, bonsoir. C'est une question pour David Le Breton. Vous nous avez décrit le passage du tatouage et peut-être du piercing, de l'exception vers une plus grande acceptabilité, et même vous l'envisagez comme une norme. Pourquoi ce passage, à votre avis?
Ah oui, pour moi, c'est que dans les années surtout 90, le corps a complètement changé de statut. C'est-à-dire avant les années 90, notre corps était perçu comme intouchable. C'était le lieu inflexible de notre identité. On ne touchait pas à son corps. Et d'ailleurs, à l'époque, si on remonte plutôt là dans les années 80, la chirurgie esthétique avait une très très mauvaise image. On l'apercevait comme une technique pour des femmes complexées et puis par des médecins des médecins plutôt habiles et manipulateurs qu'autre chose. Le culturisme était extrêmement péjoratif également. On se souvient du dessin de Henri Serre qui montre un type qui montre ses biceps, son cerveau et dans son bras. Les régimes alimentaires n'existent absolument pas dans ces années 80, hormis pour des raisons médicales. Et puis j'en oublie, les cosmétiques n'ont pas du tout l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Bon, il y a tout un tas de données qui font qu'à partir du début des années 90, il y a une marchandisation du corps qui émerge et qui rend possible donc de transformer son corps à travers le culturisme, à travers le tatouage, à travers des régimes alimentaires, à travers plein de démarches comme ça. Le corps donc devient un accessoire de la présence et non plus le lieu fondamental de l'identité. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que tout à l'heure, j'ai dit, en changeant son corps, on veut changer sa vie. Voilà, ce qui, d'ailleurs, légitime, à mes yeux, la chirurgie esthétique ou d'autres pratiques qui sont souvent perçues de façon très péjorative, mais qui sont aussi des manières de réparer des blessures, de trouver sa place dans le monde. Voilà, notre corps, aujourd'hui, n'est qu'un objet. Il est une espèce de pâte qu'on modèle d'une manière ou d'une autre. La norme, aujourd'hui, ce serait davantage de changer son corps, alors que dans les années 80, on avait un corps, voilà, pour le meilleur ou pour le pire. On était grand, on était petit, on était gros, on était mince ou autre. Bon, puis c'était comme ça, puis ça ne troublait personne. Et d'ailleurs, quand on voit les films français ou italiens ou des années 60, 70, on est souvent surpris par la corpulence des femmes, des hommes, etc. On se dit, mais il n'y avait aucun surinvestissement, aucune sursignification portée sur le corps à l'époque. On était d'abord une personne. Aujourd'hui, non, dans un monde de la tyrannie de l'apparence. Donc voilà, il faut que nous travaillions sur notre apparence. Et le tatouage, donc en ce sens, a acquis ses lettres de noblesse, mais aussi le culturisme ou la chirurgie esthétique, la dermatologie esthétique, les cosmétiques, j'en oublie, puis le régime alimentaire. Vous voyez combien c'est devenu absolument obsessionnel aujourd'hui chez les femmes, fondamentalement beaucoup moins chez les hommes, mais c'est quasiment impossible de prendre un repas avec une collègue sans qu'elle ne se prive de dessert ou de quelque chose en disant « Mon Dieu, si jamais je mange ça, c'est terrible, je suis obligé de me forcer à pas le manger ». Voilà, donc c'est l'émergence d'un nouveau puritanisme d'ailleurs, hein, voilà, on n'est plus dans la jouissance du monde, mais plutôt dans une volonté de contrôle de son apparence à cause de cette tyrannie de la visibilité, j'existe parce que j'apparais aux autres et j'attire le regard des autres. Pour moi, c'est ça, le changement de statut, donc à partir des années 90, changement de statut du corps. Oui, coïncidence du corps et de son identité. Hein. On est passé d'avoir un corps à être un corps. Non, parce que de toute façon, nous sommes toujours notre corps. Ça, pour moi, c'est irréductible. Et donc, j'ai souvent combattu les dualismes. On n'a pas un corps. Le dualisme du monde contemporain, il est plutôt une opposition entre l'individu et son propre corps. D'où le miroir, par exemple, qui a pris une importance absolument considérable dans nos sociétés. Je me regarde dans le miroir et je me dis, mon Dieu, mon corps n'est pas bien, etc. C'est-à-dire, ce dualisme, donc, c'est pas entre le corps et l'esprit ou l'âme, c'est mon corps et moi. Oui. Oui. Il y a un livre qui me vient à l'esprit, je ne sais pas dans quelles années il a été écrit par Pierre-Emmanuel Schmitt, c'est « Mon corps est une œuvre d'art ». Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu le sujet Non. C'est un jeune homme qui veut se suicider et il y a un médecin professeur qui l'arrête et qui fait un pacte un peu comme avec le diable, lui disant « Donne-moi ton corps ». Et il transforme avec moult opérations
le corps du jeune homme en œuvre d'art qui doit après être dans des expositions, dans des musées d'art. Et puis, donc, c'est cette relation entre le corps, justement, là, qui doit avoir les canons de beauté artistique, etc. Et cet homme qui vit encore, il y a un moment qui se révolte. Enfin, il y a un aspect aussi qui pose cette question aussi. Les gens qui se font tatouer, est-ce qu'à un moment, ils ont envie aussi de gommer de demander cette quête-là aussi, que les tatouages soient défaits. Ils ne se reconnaissent plus. Il y a aussi ça, c'est encore une autre question que j'aimerais bien poser. Devenir œuvre. Hein. Est-ce que l'artiste qui tatoue, qui fait des tatouages, a rencontré aussi ce genre de situation de personnes qui reviennent à elle et qui désirent un gommage de leur tatouage? Je vais répondre très vite, et puis je crois qu'Amanda aura des choses importantes à dire sur le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le détatouage a pris une importance sociale absolument considérable. Il y a énormément d'hommes ou de femmes qui ont des repentirs au regard des graphismes qu'ils ont sur la peau. Voilà, très souvent, ce sont quand même des jeunes qui ont voulu des ados ou des jeunes adultes qui étaient absolument obsédés à l'idée de devenir tatoués, entre guillemets. Et on leur aurait tatoué n'importe quoi. L'essentiel pour eux était plutôt la valeur symbolique du tatouage, un peu comme si le tatouage avait une valeur initiatique, entre guillemets, dans nos sociétés. Et c'est en effet ce que j'ai pu percevoir dans les enquêtes que j'avais menées en Alsace, mais aussi ailleurs, où le sentiment, le fait d'être tatoué, donc changeait complètement la vie de ces jeunes. Mais pour les motifs, par contre, ils étaient beaucoup moins regardants. Hein, c'était plutôt la pochette de CD d'un groupe métal favori à leur époque, etc. Donc, évidemment, en vieillissant, ça prend de l'âge et ça paraît dérisoire et grotesque. Et c'est à ce moment-là qu'ils demandent souvent le détatouage. Voilà, quand on veut se tatouer, il faut vraiment réfléchir très longuement sur le fait qu'on se tatoue à 20 ans, mais on meurt avec à 80 ou 90 ans. Donc il ne faut pas qu'il y ait une dimension trop... Enfin, il ne faut pas que l'obsolescence soit trop marquée dans le graphisme. I find that more people just embrace their decisions that they made at those various points in their life. You know, and tend to not get those tattoos removed because it's just a marker of where they were at in their life, and that in itself is sort of a celebration for being alive and a way to actually celebrate your evolution as a human being. And also I think just a lot of times it's just a way to not take yourself so seriously, or to be so precious about maybe your skin in your life, and to just sort of maybe embrace the flaws or mistakes that you've made in your life and as a human being. And I generally find that more people that I come across actually choose to not remove the tattoos that they're unhappy with now, or maybe that they wish they had not gotten when they were so young. I find people embracing those things about themselves a bit more than wishing to erase them. Je vois davantage de personnes qui assument plutôt que de se faire enlever leur tatouage. Ils les assument comme des marqueurs de leur vie, qui célèbrent qui ils sont et qui sont devenus au fil de leur évolution en tant qu'être humain. C'est aussi une façon de ne pas trop se prendre au sérieux et d'accepter en fait les différentes erreurs qu'on aurait pu commettre dans sa vie. Donc moi je vois davantage de personnes qui décident de garder leurs tatouages et de les assumer plutôt que de les faire enlever. Je voudrais ajouter aussi par rapport à cette question-là, c'est une question qui se pose aussi pour les gens qui portent des cicatrices. Il y a des relations en fait qui se tissent entre une personne et sa cicatrice à différents moments de sa vie. Voilà, je vous redonne en fait des conversations que j'ai eues avec différentes personnes. Il y a des cicatrices qui à un moment donné sont perçues comme des formes d'héroïsme.
parce que je suis passée à travers la maladie, parce que voilà, je suis passée à travers une épreuve. Et puis, il y a la même cicatrice à un autre moment de la vie de la même personne peut être oh bon, bah, finalement, ça me fatigue un peu de me définir par rapport à cet événement-là. Et donc, je me demande, est-ce que je vais aller voir un chirurgien ou une chirurgienne esthétique pour me la faire enlever? Mais qu'est-ce que je vais perdre de moi à ce moment-là? Et en fait, il m'a semblé, enfin voilà, et après, il y a plein de variations sur ce thème. Et pour moi, qui porte un regard extérieur, en fait, au moment où les personnes m'ont confié des choses comme ça, même si moi aussi, j'ai des cicatrices, en fait, il m'a semblé que la cicatrice, la marque, le tatouage, en fait, c'est des moments. C'est des moments de vie. Et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder comment on s'approprie ces moments-là, mais aussi comment on s'en distance, mais en les conservant. Enfin, justement, parce qu'un des problèmes des gens qui ont des cicatrices, et notamment des cicatrices visibles, donc sur le visage, ou intime comme la poitrine, c'est finalement c'est le regard intériorisé de l'autre. C'est-à-dire c'est ce que vous disiez par rapport au miroir. C'est si je me regarde comme si j'étais l'autre, comme si j'étais un autre, si je me regarde toujours dans un miroir, toujours dans le miroir de l'autre, cette cicatrice, je l'assume peut-être pas. Mais en fait, si vous enlevez le miroir, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple à vivre avec. Ah ben voilà, tiens, à telle époque de ma vie, je suis tombée dans la cour et j'ai une balafre sur le genou ou des choses plus graves. Mais je crois qu'il y a quelque chose à voir avec le fait d'accepter par quoi on est passé dans les marques qui se trouvent sur le corps. Et personnellement, c'est une des choses que je trouve passionnantes dans le travail sur le corps et c'est un des aspects dans lesquels, effectivement, moi, je trouve de la beauté, c'est que le corps, c'est aussi une surface, je me trompe toujours en le prononçant, donc c'est aussi une surface palimpseste, en fait, dans laquelle on peut décider de voir tel ou tel moment de sa vie, et on peut décider d'y accorder de l'importance ou pas, et finalement, avoir un tatouage qui nous plaît plus, ça peut aussi être « Ah, j'ai aussi été cette personne-là ». Et quelque part, on se construit aussi avec ces petites briques-là, ce qui forme des vies riches avec des êtres humains qui sont complexes, qui acceptent de prendre plusieurs rôles en fait au fur et à mesure de leur vie. Et je crois que les marques corporelles, en tout cas moi, c'est l'histoire qu'elles me racontent, et c'est pour ça que je les trouve belles. Oui, il y a une question au fond de la salle. Oui, merci. J'étais plus près, du coup, je me suis permise de prendre le micro. J'avais une question par rapport aux cicatrices, parce que justement, ça montre un rite de passation sur la guérison, le fait d'être soigné. Mais par exemple, quand on est malade ou handicapé, est-ce qu'on peut parler de beauté, sachant qu'on est quand même dans une société où le fait d'être handicapé, ça met en dehors de quelque chose de beau et de normal. Et du coup, justement, ça pose la question de la condition humaine et ça fait peur. Et du coup, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut parler de beauté ou est-ce qu'on pourra parler de beauté à travers les corps malades ou non? Voilà, merci. Oui, pour moi, oui. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de campagnes qui ont été menées par des personnes handicapées, des hommes ou des femmes qui posaient dans leur fauteuil, par exemple, là en l'occurrence, et qui affirmaient leur beauté, leur séduction, leur vitalité, etc. Bien entendu, la beauté, elle est liée à des... On dit à des normes, mais c'est un mot que je n'ai jamais beaucoup aimé, même en tant que sociologue, parce que finalement, personne ne se reconnaît vraiment dans les normes aujourd'hui de la beauté, de la minceur, tout un tas de trucs comme ça. Finalement, on est tous à côté de cela. Je dirais plutôt qu'il y a des orientations, et des orientations qui sont liées à la marchandisation du corps. Donc, tout ce qui importe, ce ne sont pas ces orientations, c'est ce que chacun de nous fait de ces orientations. Et donc, on peut très bien être un homme ou une femme handicapé ou sérieusement malade et revendiquer aussi la beauté de son handicap, voire même de sa maladie, si on l'affronte.
Et si on considère qu'elle fait aussi partie de soi, tout est une question de sens, de signification. Quelles sont les significations qu'on va donner à l'événement qu'on rencontre? Mais bien entendu, des personnes handicapées ou malades peuvent intérioriser une image d'indignité, voilà, mais c'est évidemment dommage. Là, c'est plutôt, ce sont des personnes qui vivent trop durement ce qui n'est finalement, ce qui ne sont que des orientations. Essayer d'être belle, d'être mince, d'être, je sais pas, reprendre tous les critères un peu emblématiques de la beauté féminine aujourd'hui ou de la beauté masculine. Mais non, ce qui importe, c'est ce qu'on en fait, nous, chacun de nous, dans notre singularité de ces normes, ou plutôt de ces orientations. Je crois qu'il y a aussi un cercle vicieux en fait par rapport aux gens qui effectivement portent des handicaps visibles. C'est en fait l'espace public est tellement peu adapté à leur présence que leur présence dénote. Et du coup, comme on n'a pas l'habitude de voir des... Je pense notamment à une des personnes que j'ai fait dorer, Olivier, qui était quelqu'un qui avait le visage plein de cicatrices très visibles. En fait, moi, en commençant ce travail, j'en ai rencontré plein, des gens qui avaient des cicatrices très visibles. Et en fait, dans le fait de rencontrer un grand nombre de personnes diverses, eh bien, effectivement, il y a des beautés qui surgissent, en réalité. Mais au quotidien, dans la rue, dans les médias, on voit tellement peu de gens avec des handicaps que, évidemment, c'est toujours disruptif. Alors, je peux tout à fait concevoir que si je suis toujours perçue comme étant disruptive, ben, j'ai vraiment du mal à me voir comme quelqu'un qui peut provoquer un début de consensus de beauté. Mais je crois que, et c'est là où tu as commencé ton intervention par c'est une question de regard, c'est une question d'apprendre à voir. Si on crée des espaces d'où le handicap est absent, eh bien, nous n'apprendrons jamais à voir qu'est-ce que c'est un handicap et comment ça peut amener aussi de la beauté dans notre monde. Donc, je crois que c'est aussi pour le coup un choix politique. Alors, je suis tout au fond de la salle. Bonsoir. Merci pour vos interventions. Ça a été peu abordé, mais je crois que le sujet de la conférence appelle cela, et peut-être que ça n'a pas été beaucoup abordé à dessein, mais j'aurais voulu vous entendre sur la façon dont vous positionnez l'érotisme vis-à-vis de la beauté du corps. À quel endroit, soit en tant qu'expérimentatrice, expérimentateur vous-même, ou sur vos objets d'étude, à quel endroit la question de l'érotisme se positionne sur la beauté du corps. Bon, je me lance. C'est une vaste question. Pour moi, la beauté et l'érotisme, c'est très lié. Je crois pas qu'il pourrait y avoir d'érotisme sans que je n'éprouve de la beauté. Du coup, pour répondre à votre question, à quel endroit, mais partout. Enfin, il me semble que ce sont des notions qui se recouvrent. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que justement, l'érotisme, ça fait partie aussi de ces champs qui sont tellement vastes qu'on se retrouve très vite cul par-dessus tête, en fait, puisqu'il y a des formes d'érotisme que certaines personnes trouvent absolument abominables, d'autres au contraire sur lesquelles on a un large consensus. Donc en fait, on est exactement dans la même approche d'une certaine manière que cette question de la beauté. C'est qu'est-ce qu'on va avoir la curiosité d'aller apprivoiser. Il y a énormément de... enfin moi, il y a des choses qui me touchent énormément dans les pratiques BDSM, par exemple. Parce que justement, on va être dans la recherche de quelque chose de curieux. On va aller chercher de l'étrangeté. Et pour moi, la beauté vient aussi beaucoup de l'étrangeté.
Donc voilà, pour moi, c'est presque un recouvrement total, ces deux notions. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hélène. Aussi, on pourrait citer Freud, d'ailleurs, que le corps tout entier est hétérogène, etc., etc. Juste quelques mots à propos du tatouage, qui est une manière d'érotiser une certaine partie du corps, puisque vous aurez observé qu'on a toujours envie de toucher le tatouage de quelqu'un. Le tatouage appelle le contact physique, et on sait que c'est une manière aussi pour les couples d'érotiser d'ajouter un piment entre guillemets à travers des piercings, par exemple génitaux ou autres, ou à travers des tatouages. Bon, c'est une manière donc d'amplifier, de magnifier l'érotisme aussi. D'ailleurs, l'un des mythes d'origine de la naissance du tatouage dans les sociétés du Pacifique, ça renvoie à cette manière de tenir une femme entre guillemets. C'est à travers la beauté de ces tatouages, la sidérer pour qu'elle n'aille pas voir ailleurs une meilleure fortune. Au musée, la beauté, ça veut dire pas toucher, mais la beauté du corps, elle est spécifique, effectivement. C'est vrai d'ailleurs que si la beauté, je l'ai dit tout à l'heure, est plutôt d'essence visuelle, elle nous touche en même temps. Hein, donc elle est un bel exemple d'intersensorialité finalement. Oui. On se sent ému, on se sent... Il y a quelque chose en nous qui est bouleversé. Ouais. Elle exige qu'elle soit reconnue. Elle exige de nous que nous la reconnaissions, effectivement. Et souligner une cicatrice, c'est ça, c'est demander une reconnaissance aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, on va arrêter la séance pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. La prochaine séance aura lieu le 19 mars. Le lieu est encore à confirmer. Et ce sera autour des couleurs dont on a déjà un peu parlé aujourd'hui, donc beauté et couleurs. Donc voilà, ce sera un peu la suite et une avancée dans notre recherche sur la beauté. Merci beaucoup